Mais vous n'allez pas vous Amis regarder. auditeurs de Radio M, nous avons le très grand plaisir d'accueillir ce matin sur Radio M, dans l'invité du direct, Omar Radi, journaliste indépendant au Maroc. Omar, bonjour. Tu étais avec nous hier pour la remise du 3e prix du meilleur article d'investigation à Libaye Boudoukha. Tu as animé un panel sur l'investigation de presse au Maghreb, dans ton pays déjà, au Maroc. Ça s'est bien passé. La conférence était un très bel événement en fait, surtout à Alger, qui accueille 3 journalistes du Maghreb, d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, pour parler de journalisme d'investigation. Personnellement, j'ai découvert les degrés d'avancement de ce type de journalisme dans chacun de nos pays. J'ignorais beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, et puis l'échange a été très instructif, je pense, pour moi et pour le public aussi. C'était en tous les cas un très grand plaisir pour Maghreb Émergent de primer, pour ceux qui ne le savent pas encore, Lies Hallas, donc 3e lauréat du prix d'investigation à Libaye Boudoukha. Tu as un domaine de spécialité dans l'investigation au Maroc. Tu es plutôt spécialisé dans la relation pouvoir-business. Exactement. On peut le dire comme ça. Oui, tout à fait. Et ça renseigne sur beaucoup de choses. Mais puisque on va dire le grand capital, les tenants du grand capital au Maroc sont également eux le pouvoir. Donc il y a une grosse interférence entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Ça donne des situations qu'on peut décrire comme des situations de rente, des fois des situations de corruption aussi. Bref, c'est des choses qu'on connaît dans la région. Et donc quand le pouvoir qui légifère, qui règne, est aussi un pouvoir économique, ça crée c'est un conflit d'intérêts qui crée beaucoup de problèmes, notamment pour le reste du tissu économique, mais pour l'ensemble du paysage politique aussi. À un moment donné, dans ton intervention hier, on a je me permets de tutoyer Amaradé parce que c'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps, qui nous a rendu visite déjà en Algérie, qui connaît un petit peu, qui s'intéresse beaucoup à l'Algérie. On aimerait beaucoup qu'il y ait beaucoup de confrères marocains qui le fassent. Nous ne le faisons pas suffisamment pour le Maroc, c'est évident. Mais nous, à Radio M, Tournée Maghreb et Maghreb Émergent, évidemment Tournée Maghreb, ce sont des sujets qui nous parlent beaucoup. Hier, tu as cité un peu le pouvoir réel au Maroc. Et on a trouvé dans le public que ça s'arrêtait quand même pas au palais seulement. Parce que le cliché en Algérie, c'est le palais. Ça va au-delà. Et ça s'arrête. Tu as dit, le gouvernement, c'est du saupoudrage. C'est... Tout à fait. Mais, le pouvoir, au Maroc, on l'appelle le marzen. Je pense ici, vous l'appelez le système, le régime, ça dépend. Le marzen, c'est un système d'organisation politique où le palais royal et le roi et ses conseillers sont au centre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une forme de clergé, il y a une forme de ulema, il y a l'armée, il y a les grands sécuritaires et il y a le grand capital. Et tout ça, c'est un système qui se maintient par échange d'intérêts, par relation matrimoniale, etc. C'est-à-dire c'est très vieux comme système. La monarchie, on va dire, est un pilier central de ce système, mais il n'en est pas la seule condition pour que ce système fonctionne. Et donc, ça fait des bouches à nourrir quand on est au centre et à la tête du Maroc, et ça fait des situations de rente, ça fait beaucoup de situations de rente. L'économie marocaine est en grande partie une économie de rente. Alors oui, c'est un mot qui est surprenant pour nous Algériens qui pensons que nous sommes les seuls à émarger à la rente. Le problème, c'est que la rente n'est pas nécessairement la même. Oui. En Algérie, elle est énergétique et tournée à l'export. Alors, ce que j'ai compris. Et au Maroc, elle est plus populaire. Elle est tournée vers le peuple. Et son relais. Astaghfirullah. C'est que on a besoin de renouveler cette rente. Il y en a une partie qui est distribuée, puis il faut créer peut-être de nouveaux gisements de rente à distribuer. En ce moment, tu travailles sur une enquête sur des expropriations des terres communes, des terres de tribus, des terres tribales, qui sont remises dans l'économie, mais qui ne sont pas remises de manière démocratique, entre guillemets, pour l'économie de marché au sens moderne, où des acteurs qui peuvent créer de la richesse peuvent rentrer. Tout à fait, ouais. Il y a il existe comme je pense en Algérie aussi des formes
de propriété collective de terres, donc des terres qui appartiennent à des tribus, etc. Au Maroc, il s'agit de 4 millions d'hectares de terrain appartenant à des tribus, c'est-à-dire dont la gestion souvent agricole est collective, la gestion de l'eau est collective. Il y a même des endroits où, d'un point de vue environnemental, ces gens-là nous donnent des leçons en termes d'efficience dans la gestion de l'eau et de l'agriculture, et puis la forme aussi de gestion qui est solidaire, etc. Donc l'État marocain veut mettre fin à cette forme et propriétariser ces terrains. Il a ramené même Ivanka Trump pour être l'égérie de cette opération. Qui cela? Ivanka Trump, la fille de Donald Trump. Non, Ivanka Trump, la fille de Trump, mais c'est aussi le mari de... Comment il s'appelle l'autre là? Celui qui a la colonie. C'est Kouchner, hein? Non. Voyons cela. J'arrête Kouchner. Voilà, c'était ça. C'était ça pour ça peut-être que j'ai fini attaché. Peut-être par les pieds. Tu vois? Donc... Je me trompais pas. Hein. Ah, il est propriétaire d'une colonie, le mec. Rien que ça. Et son bâtiment à New York, c'est le 666, les gars. Si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Tu vois, ça c'est son bâtiment. Oh, prenons nos moutons, comme on dit. Oui. Et c'était il y a quelques semaines, et donc ils ont annoncé qu'ils vont propriétariser ces terrains, c'est-à-dire rendre les membres des tribus propriétaires de ces terrains. Donc ça va atomiser à mort ces terrains. Je n'en vois pas l'intérêt. Mis à part, pousser ces gens-là à mettre en vente ces terrains. Et la mise en vente de ces terrains ne se fera pas au prix du marché, mais un prix fixé par les autorités elles-mêmes. Mais est-ce qu'on a un prix de marché, en fait, sur des terres qui n'ont jamais été sur le marché? Oui, mais quand C'est ce qui s'appelle du pillage. il y a une terre voisine qui est propriété privée qui coûte 5 000, on est en droit de vendre à 5 000 notre terrain, même s'il est récemment propriétarisé. Non, par la force de la loi, on ne pourra pas le vendre au prix de marché. Le vendre comme ça. Et moi, je le vois. En fait, globalement, c'est un phénomène qui existe depuis 4-5 ans, voire même 10 ans. C'est plus les ressources de l'État se tarissaient ou allaient en diminuant, plus la violence dans la dépossession de ceux qui n'ont aucune résistance augmente. Alors, ouais. Avant que tu ailles plus loin, Ouais. à Maradi, est-ce que les propriétaires de ces terres communes, chez nous on dit terres marges, sont vraiment aussi dépossédés de capacité de résistance? Sur les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de formes de dépossession de terrain où l'État a utilisé toutes les formes de division, manipulation, répression, désinformation, etc. Et aussi à miser sur l'ignorance des gens. Il faut savoir que la loi sur les expropriations de terres au Maroc n'oblige pas l'État à notifier personnellement la personne de son expropriation. C'est juste un affichage au siège de la commune. Et les gens ne vont pas au siège de la commune. Et vous avez, quand vous êtes exproprié, la décision est affichée dans un mur à la commune, et vous avez 14 jours pour faire recours. Tout le monde, personne ne le sait, et donc personne n'apprend ces choses-là. Les gens sont surpris. Ouais, donc on travaille. Et en plus au Maroc, on a un taux d'analphabétisation qui est très 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 élevé. Tu vois.
Ça, c'est pour les travailleurs, hein, mais pour les personnes rurales, pour les ruraux, c'est très élevé. Hein. Pour les ruraux, comme on dit. Voilà, 75. Et voilà, quand tu leur affiches, incroyable, mais vrai. Pourquoi ben, un peuple instruit est moins docile, comme on dit. Mais malheureusement, un peuple qui n'est pas instruit, c'est pas de sa faute. On travaille aussi sur un petit, la loi. C'est une ambiance d'économie coloniale, ça. C'est une ambiance d'économie coloniale. Par ailleurs, la loi qui est utilisée pour exproprier les gens des terres collectives est une loi qui date de 1919, c'est-à-dire l'une des premières lois que la France a instaurées pour récupérer les terrains au Maroc. C'est-à-dire on utilise toujours cette loi. Alors, on va quand même te challenger sur ta... On utilise toujours une loi coloniale. Sommes-nous encore autant des colonies? Telle est la question. D'être colonial, je pense que nous y sommes. On est en plein dedans parce qu'on n'en est pas encore sorti pour certains. Continuons. Sur ta recherche, donc, Oui. le livre, c'est un livre, c'est pas un papier, Oui. c'est un papier que tu es en train de préparer sur cette thématique. Est-ce que c'est quand même pas, du point de vue d'une économie moderne, est-ce que c'est pas plus profitable de faire rentrer dans l'activité économique des terres qui sont peut-être sous-productives ou des activités qui sont sous-productives et d'en faire une activité à condition qu'elles ne soient pas spéculatives. Je ne sais pas vers quoi elles vont être versées, ces terres-là. Est-ce que ce sera toujours de l'activité agricole? J'en doute. Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est des services? Est-ce que c'est des zones d'expansion touristique? Qu'est-ce que ça sera? Bon, je vais pas rentrer dans la considération de qu'est-ce qu'on veut faire de ces terres et par rapport à la modernité, mais par contre, je t'invite à voir l'expérience passée déjà au Maroc. Qu'est-ce qui a été fait de ces terrains qui ont été dépossédés aux gens? Voilà. D'abord, la vallée de Bourg-Grec, c'est une dépossession? la vallée du Arbat. Bourg-Grec, une partie, non pas entièrement, pas entièrement. Parce que c'est des berges de Oui, rivière. oui, ça appartient au domaine de l'État, au domaine forestier et aquatique. L'expérience passée, elle montre que on a mis fin à des formes d'agriculture périurbaine, à des formes d'agriculture bio qui ne sont pas, ce n'est pas une vie économique sous-optimale pour la ville de Rabat et pour l'équilibre, si tu veux, écologique, économique, etc. Guichloudaya, c'est plusieurs centaines d'hectares qui ont été livrés après avoir viré leurs habitants de la banlieue de Rabat, ont été livrés à des promoteurs immobiliers pour faire du logement de luxe. Et cette expropriation-là a été faite pour utilité publique. Et on se demande quelle est l'utilité publique pour faire ça. Actuellement, je travaille avec une tribu au nord de Rabat, ou Beta. Ils ont été virés de leur terre agricole, où il y avait une forêt, la forêt rasée, on a mis à sa place un terrain de golf, et on a privatisé la plage parce que le terrain de golf, il y a une route dedans qui mène à une super plage. Ça me rappelle Hassan II quand il allait dans un reportage, il disait d'où il vient le mot bidonville. Mais il disait que quand le roi Hassan II allait jouer au golf et qu'il en avait marre de passer devant les secteurs pauvres de Casablanca, il a fait recouvrir de grandes palissades. Certes, tu vois. Et leurs maisons, elles étaient en bidon de fût d'huile, plus les grandes palissades. Et ben je pense que c'est un journaliste français ou je ne sais de quel pays qui a constaté ça. C'est vous. Après, vous voyez, vu qu'il faut pas dire de conneries, alors c'est simple. Google, d'où vient le mot bidonville? D'où vient ça vient de Casablanca, bidonville. Non, bidonville, origine. Bidonville, origine du mot. Voilà, à l'origine, le mot bidonville désignait les maisons en bidon bricolées par les migrants des campagnes vers les villes marocaines comme son équivalent anglais, le slum, ils apparaissent.
Ah, si votre but avait été de me faire sauter à la mémoire pour toute cette culture générale que le Seigneur a bien voulu m'enseigner, Chokrolil, continuons. Super plage. Et on a mis une centaine ou des centaines de villas et de logements de luxe. Nous sommes dans une logique de prédation foncière. Nous sommes dans une logique de récupération à 0 dirham de quelques terrains et avec une zéro résistance ou un petit peu de résistance, mais il y a le ministère de l'Intérieur, heureusement, pour protéger les patrons qui sont d'ailleurs au pouvoir. Et puis voilà, ça fonctionne comme ça. Cette manière-là d'écraser les gens, de redistribuer en sens inverse la valeur, c'est-à-dire de récupérer la valeur même si elle est dormante, entre guillemets dormant, je suis pas trop d'accord avec le terme capital dormant, c'est pas durable comme forme de gestion comme politique publique. Et le Maroc, il est acculé à faire ça, obligé. Je finis sur ça. On est à 93% de dette publique. Nous ne sommes pas un pays pétrolier, on peut pas aller au-delà de 100%. Nous ne sommes pas un pays développé, on peut pas aller au-delà de 100%. On est à 93% de dette publique. On a un taux de chômage de 10% officiellement, mais je pense qu'il est beaucoup plus élevé, et qui est certainement va augmenter davantage vu les conditions actuelles. Beaucoup d'indicateurs économiques sont défavorables à la situation actuelle. Mais il y a un système à faire manger. Les ressources tarissent. Même il y a un système à faire manger. On a vu que les expériences précédentes, quand on fait le bilan, c'est évidemment, on utilise le prétexte de l'utilité publique et finalement ça va dans l'économie privée et ça va nécessairement dans ce que tu as décrit tout à l'heure, les gens qui peuvent émarger, qui font le marzen, en gros. Est-ce que c'est comme pas cela, question provocante, qui fait qu'on a quand même le sentiment que le Maroc ça tourne? Parce que si c'était en Chine que ça se faisait, il y a des partisans d'économie chinoise de Deng Xiaoping qui vont dire, par exemple, dans des quartiers de Pékin, on a fait déguerpir tous les quartiers de Pékin où il y avait des vieilles habitations, ça a un nom, les hukou, quelque chose comme ça, pour faire un peu la même chose, de la promotion ou des activités industrielles. Est-ce que c'est tout à fait la même chose? Et ça donne la Chine que tout le monde admire aujourd'hui. Mais est-ce que c'est tout à fait la même chose? Je pose la question. Moi, je suis pour faire un calcul. Voici le coût social d'une politique, voici le coût social d'une décision que je vais prendre, et voici la rentabilité de cette décision. La rentabilité pas seulement économique, mais sociale aussi. Est-ce que ces gens-là vont en profiter? Mais quand je sors quelqu'un de sa terre, lorsque lui, il était considéré comme classe moyenne rurale, c'est-à-dire c'est un ménage avec leur voiture, ils sont bien. Il a une pépinière, un truc pour cultiver là, et on lui donne une indemnité pour avoir récupéré sa terre, qui ne lui permet même pas d'acheter un appartement en logement social de 40 mètres carrés, et qui devient bidonvillois juste à côté. Et moi, dans mon travail de terrain, j'ai rencontré des gens qui travaillent comme femmes de ménage ou comme gardiens dans les villas qui ont été bâties sur leur terrain. Exproprié. Vous voyez l'image? Nous, ça nous rappelle des choses en Algérie. Oui, vous voyez. Ah, grave, là, astaghfirullah, azimullah. Ah ouais, c'est l'humiliation. Vous voyez l'image, ça vous rappelle des choses, je pense que ça vous rappelle des choses d'avant 1954. Et même du 19e siècle. Et même du 19e siècle. Donc moi, cette image, je cherche toujours à la donner. Donc, il y a une inégalité fondamentale. Si ça faisait partie d'une politique publique, si on créait de l'emploi digne, une industrialisation, une vraie offre économique qui puisse créer de la croissance et une croissance qui profite à tout le monde, oui, effectivement, et s'il faut mobiliser du terrain, pourquoi pas. Mais aussi, je vous donne un exemple, c'est quand même l'expropriation pour utilité publique, ça ne tombe jamais que sur des pauvres. Je comprends pas. À Casablanca, par exemple, ils disent oui, l'industrie a besoin de foncier, on ne trouve jamais pour faire une usine de foncier. Mais vous pensez jamais à faire de l'expropriation pour utilité publique, pour chercher du foncier? Les grands propriétaires n'ont jamais été expropriés. Et donc, on se demande, c'est une vraie récupération de la valeur par les riches de chez les pauvres. Alors, puisqu'on parle d'expropriation et de patrimoine, là, sur le foncier, on a une cartographie un petit peu sur comment ça, entre l'agricole et le périurbain.
c'est souvent périurbain ou agricole. Périurbain parce que ça présente l'intérêt que ça va rejoindre bientôt le périmètre urbain et donc ça aura une valeur immobilière. Balnéaire, donc on a une offensive sur les plages du sud du Maroc avec tout ce qui va s'en suivre comme catastrophe écologique pour faire dans le style Sharm el-Sheikh, donc des grandes stations balnéaires. On n'y voit ni l'opportunité ni l'intérêt, mais bref, ils sont à fond là-dedans. Et l'agriculture, puisque on a des gros bonnets au Maroc maintenant qui se réintéressent à l'agriculture extensive. Le roi à leur tête, mais 2-3 ministres du gouvernement. Le roi, c'est pas un gros bonnet quand même. Non, le roi, c'est. Les gros bonnets, le roi à leur tête. Les managers au Maroc l'appellent le boss, donc on va dire. D'accord. On est dans l'entreprise, on est dans la firme. Oui. Voilà, au sens on va ouvrir une petite parenthèse. Et qui a habillé les SS allemands? Hugo Boss. C'est pour ça qu'ils avaient l'air si classe, les SS allemands. Et pas que les SS allemands d'ailleurs. Hein. Parenthèse quand même. Est-ce que c'est ce type d'offensive, d'agression qui a mis le RIF en situation d'insurrection? Je te pose la question parce que pour nos amis auditeurs, Maradi est peut-être l'un des chroniqueurs journalistes qui a couvert le plus près le soulèvement du RIF qui a donné le Hira que nous avons emprunté ici en Algérie. Et qui a donné moi. En termes d'appellation, ou alors est-ce que ce sont d'autres détonateurs dans le cas du RIF? Très peu de gens le savent, mais l'un des premières raisons de la colère dans le RIF, c'était l'expropriation pour utilité publique, parce que dans le cadre d'un programme qu'ils ont appelé Manarat al-Mutawassit, le phare de la Méditerranée, le gouvernement a décidé d'exproprier 30 000 hectares en une seule année dans l'arrière-pays d'Al-Hoceima, c'est-à-dire dans la région agricole où il y a la culture, où il y a les paysans qui font du cannabis. Et pourquoi? Pour 10 000 hectares pour les projets immobiliers hôteliers, 10 000 hectares pour l'infrastructure, et les 10 000 hectares restants pour le plan Maroc vert, pour Akhnouch, donc pour le ministre de l'agriculture marocain à sa disposition. C'est lui qui va les distribuer dans le cadre de son programme, de son département. Et ces expropriations sont tombées d'une manière, bien sûr, sans consulter la population, sans dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça, etc. Et avec des manières de tahayoul, de contournement de la loi, beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui ne se disent pas. Et les rifins, qui à la fois on le sent chaud et ils sont très très sérieux, ils veulent bien la vérité, ont pas apprécié. Et c'était avant la mort de Mohsen Fikri. L'histoire de la benne à poubelle. Dans la benne à poubelle, qui a été écrasée dans la benne à poubelle. Et c'est l'une des raisons. Et d'ailleurs, voilà, avant le Hirak du Rif, il y avait le mouvement de Tella Ourak. C'est un petit village derrière. Et c'est des gens qui sont en sit-in dans une commune là-bas depuis 1 an avant la mort de Mohsen Fikri. Alors, tu dis à Maradi qu'il faut nourrir des bouches. On parle du système. Et donc, il faut créer de nouvelles situations de rente. Et on a un peu le sentiment que ça ne participe pas surtout à fonder une économie. Je vais te poser une question par rapport à... Nous, en Tunisie, hier, on était avec un collègue marocain, Tamer Mekki. Tunisien. Tunisien, je suis arrivé, c'est toi le Marocain. Et on connaît un peu l'expérience de ces systèmes d'éviction dans le capitalisme, où c'est les copains d'abord. Ben Ali Trabelsi, il l'a fait au-delà d'une certaine limite, il l'a payé, révolution. En Algérie, le clan Bouteflika l'a fait au-delà d'une certaine limite, il est en train de le payer, et c'est pas terminé. Et on a l'impression qu'au Maroc, ça tient. Pourquoi ça tient? Mais qui a dit que ça tenait? Moi je ne pense pas. C'est un système plus intelligent peut-être, plus intelligent ou je sais pas, c'est à toi de nous le dire. Moi j'ai une toute autre lecture. Déjà je ne crois pas que d'un point de vue progrès et prospérité, le Maroc crée beaucoup de valeur. Hein. On est en train de manger ce qu'il y a. Le stock de capital. Ça, c'est nous qui le disons en Algérie. Là, nous, on peut le dire. Nous, on est en train de manger Hassim Saoud et Hassim Saoud pour le pétrole, non, Hassim Saoud pour le gaz. Ouais. Ça, quand on le dit, nous, c'est vrai. Je parle pas de ça. Mais vous, si c'est de la valeur, si c'est de l'activité, des exportations de produits manufacturés, etc., c'est du renouvelable. Entre guillemets, c'est de la valeur renouvelable. Le Maroc a, sur les 20 dernières années, a désindustrialisé. Moi, quand j'étais adolescent, tous les biscuits que je mangeais étaient faits au Maroc. Aujourd'hui, c'est des biscuits turcs. Les biscuiteries marocaines ont quasiment toutes fermé, à part une. Le textile, on a un problème de désindustrialisation et le Maroc qui s'est tourné vers ce qu'ils appellent les métiers mondiaux.
dont beaucoup de services. Bon, il y a l'aéronautique et l'automobile, mais moi je veux faire le bilan de l'aéronautique et l'automobile. Faut voir les conditions de travail, de salariat, qui en profite vraiment de l'automobile à part en devise. Il y a ce côté-ci. L'autre côté, et là c'est moi qui vais te challenger par rapport à l'Algérie et à la Tunisie. Est-ce que des promotions entières d'écoles d'ingénieurs quittent l'Algérie pour aller travailler en France? Est-ce que 3000 médecins ont quitté l'Algérie pour aller travailler en France sur les 2 dernières années? Est-ce que les techniciens, les infirmiers, etc. quittent massivement le pays pour aller? Pourquoi ils quittent s'il y a autant de croissance au Maroc et s'il y a autant de sentiments que ça marche par rapport à la région? Il y a un sentiment, une ambiance de fin de quelque chose, c'est-à-dire ça marche pas, la vie de tous les jours ne marche pas pour les gens. Peut-être qu'on fait les 3% ou les 4% de croissance en fin d'année. Peut-être que le système bancaire il fonctionne et le BTP il fait une petite croissance et puis voilà. Et puis les phosphates nous rapportent des choses. Mais il y a un problème de déploiement, de redistribution de cet argent-là. C'est le modèle qui n'est pas bon, c'est le modèle de... C'est un modèle, on peut en dire un mot, on est dans une émission d'économie, c'est un modèle qui a choisi de s'insérer dans la chaîne de valeur internationale, c'est les métiers mondiaux, avec les atouts du Maroc, et qui veut remonter dans la filière technologique pour, un peu comme la Corée du Sud, la Chine et d'autres pays, ne pas être juste dans la distribution des tâches en bout de chaîne, mais capter de la valeur ajoutée. Il y a un maillon manquant, il y a un chaînon manquant, c'est le modèle qui n'est pas bon, ou est-ce que c'est l'exécution de ce modèle qui n'est pas Non, c'est bon, ça s'appelle les métiers mondiaux du Maroc. Et le Maroc n'est pas celui qui offre les meilleures conditions de vie à des gens. Et quand on a un métier mondial... c'est nous qui le disons ça. Hein, parce qu'entre l'usine de Renault de Tanger et l'usine... Enfin, de Tanger de Mekioussa, dans le nord... Meloussa. Et l'usine de Ouatlilat, il n'y a pas photo. C'est le Maroc qui a capté la valeur ajoutée du groupe Renault Alliance, Renault Nissan. Nous, les investissements, quand on cherche à les attirer en Algérie, les partenaires étrangers disent les conditions de résidence au Maroc sont toujours meilleures et les conditions d'accueil au Maroc sont toujours meilleures. Donc si vous dites ça, ça veut dire que dans la compétition, on est toujours en retard. Oui, mais ok, d'accord, l'investissement arrive, mais où est la main-d'œuvre? Où est la main-d'œuvre intellectuelle? Où sont les cadres? C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a un métier mondial, on est ingénieur informatique ou ingénieur industriel, qu'on peut faire le même travail au Maroc, on peut le faire à New York, à San Francisco ou en Grèce ou en Italie. On se barre. On se barre. Il y a eu un sondage il y a 1 an. Il y a eu un sondage auprès des jeunes cadres. Mon petit frère en fait partie. Il a quitté le Maroc pour ça. Le sondage était pourquoi vous voulez quitter le Maroc? Est-ce que vous voulez quitter le Maroc? Déjà, c'est l'écrasante majorité. Et parmi les raisons invoquées, le salaire était en 4e position. On parle d'autre chose. On parle de conditions de vie, de sécurité sociale, d'avenir, d'incertitude par rapport à l'avenir. Tout le monde voit quelque chose venir, mais on ne sait pas ce que c'est nébuleux. Alors, une fois de plus, discours d'Algériens. J'entends les chefs d'entreprise algériens le dire, j'entends un peu les universitaires qui vont au Maroc le disent. Au Maroc, il fait bon vivre quand on fait partie des élites. Alors, où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence les élites? Alors qu'en Algérie, ils font c'est une critique un peu de droite. C'est pas assez différencié en Algérie. On a gardé quelque chose du populisme socialiste des années Boumediene. Et la différence entre les classes moyennes et les élites, enfin la partie base des classes moyennes et les élites, n'est pas assez prononcée. Et donc, on n'arrive pas à fixer notre qualité en Algérie. Nous aussi, on a évidemment un problème de déperdition. Le Maroc n'arrive pas à fixer ses élites, lui aussi. Alors qu'on a le sentiment qu'elles sont bien formées et qu'elles retournent au Maroc. C'est ce qu'on nous vend, en tous les cas. Non, il y a la dynamique est inverse, c'est-à-dire tous ceux qui ont le moyen aujourd'hui de quitter le Maroc le font. Et la nouveauté, c'est que c'est la main-d'œuvre hautement qualifiée qui le fait maintenant. La main-d'œuvre hautement qualifiée et moyennement qualifiée, y compris, et ça j'ai remarqué, des hauts fonctionnaires de l'État, des hauts fonctionnaires de l'État qui au cadre qui démissionnent à 50 ans par exemple, à 53 ans, et qui partent, je sais pas où, un peu partout, Canada, États-Unis. Il faut se mettre dans la tête de ces gens-là. Comment en sont-ils arrivés à conclure que il faut que je parte? Et c'est leur explication qui sera la meilleure description du Maroc d'aujourd'hui, je crois. Oui. On va pas terminer
On aurait pu parler pendant 1 heure, Omar, et notamment de la structure du patrimoine au Maroc, qui est un sujet qui te passionne, et le fonctionnement du capitalisme marocain. Sans poser la question de la frontière Algérie-Maroc, nous, à Radio M et à Maghreb Émergent, on considère que c'est complètement idiot de maintenir fermée cette frontière. Il y a un conflit sur la question du Sahara occidental, mais la frontière était ouverte à un moment où cette question n'était pas réglée, et il y avait du trafic entre les populations, et il y avait des échanges économiques et sociaux, etc. C'est un thème qui est-ce qu'aujourd'hui, dans la crise, les deux pays n'ont-ils pas peut-être plus intérêt à regarder à nouveau ce dossier? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être plus de chances que ça s'ouvre? Parce que maintenant, on a besoin de créer transversalement peut-être plus de trafic et un gisement de croissance. Mais tout à fait, je pense qu'on est condamné à vivre ensemble, à ouvrir ces frontières-là et à travailler ensemble. Il y a des synergies incroyables qui peuvent être mises en place. Effectivement, on parle en théorie, mais dans la pratique, il y a des mises à niveau à faire, régime monétaire. Donc il y a des disparités qu'il faut traiter. Mais je pense que ça, c'est des choses que les spécialistes peuvent traiter. Mais moi, je pense beaucoup de Marocains, je pense la majorité des Marocains sont convaincus qu'il faut ouvrir la frontière, que c'est complètement ridicule cette situation, et qu'on devrait trouver une solution, y compris à la question du Sahara occidental. Ça dure depuis longtemps. Mais imaginez seulement, par exemple, sur le plan de la coopération énergétique et de l'accès à l'océan Atlantique, par exemple pour l'Algérie, et la coopération énergétique pour le Maroc. Il y a des choses qui peuvent représenter des économies substantielles pour les deux pays, mais qu'on est en train de rater à cause de considérations complètement qui sortent de l'intérêt commun des peuples, quoi. Omar Hadi, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Tu dois repartir à Casablanca. Qui sortent de l'intérêt commun ou de l'intérêt général. Donc, on espère te revoir rapidement à Alger. J'espère aussi, j'ai apprécié mon séjour ici.